C'était un après-midi gris d'automne. Le vent soufflait froid, dispersant des feuilles sèches sur le sol d'un parc presque vide. Le son lointain des rires des enfants mêlé au bruissement des arbres, créant une mélodie mélancolique. Luana, une femme aux cheveux gris et aux pas lents, se promenait dans les lieux comme elle le faisait tous les jours. Il portait un petit parapluie à la main, mais même la menace de pluie ne semblait pas accélérer son rythme. Cependant, cet après-midi-là, quelque chose de différent attira son attention. Au loin, près d'un vieux banc en bois, se trouvait une petite cage abandonnée. De loin, Luana ne pouvait pas identifier ce qu'il y avait à l'intérieur, mais la vue de cette structure rouillée et oubliée semblait raconter une triste histoire. Poussée par la curiosité, elle s'approcha prudemment, hésitant à chaque pas. À l'intérieur de la cage, un perroquet restait immobile. Ses plumes, qui auraient dû être vibrantes et brillantes, étaient ternes et ébouriffées, comme si la joie même de vivre lui avait été retirée. L'oiseau n'émit pas de bruit, il regarda simplement Luana avec des yeux profonds et sombres qui semblaient porter le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle s'arrêta, le cœur serré. Il y avait quelque chose dans le regard de ce perroquet qui lui faisait ressentir une connexion instantanée, comme s'il demandait de l'aide sans émettre un seul son. Il regarda autour de lui, essayant de trouver quelqu'un qui aurait pu laisser la cage là, mais le parc était vide. La première goutte de pluie tomba sur son front, la ramenant au présent. Luana a placé le parapluie sur la cage, protégeant le perroquet. « Qui te ferait ça ?» murmura-t-il, sentant une boule se former dans sa gorge. Sans trop y réfléchir, il décida qu'il ne pouvait pas en rester là. Avec effort, il souleva la cage et commença à marcher vers sa maison. Son poids physique était faible, mais émotionnellement, il semblait porter un énorme fardeau. À chaque pas, il se sentait plus responsable de cette petite vie. De retour à la maison, Luana posa la cage sur la table de la cuisine, ouvrit délicatement la porte et lui offrit un morceau de banane. Le perroquet hésita, mais finit par ramasser le morceau avec son bec et le mangea lentement. C'était un progrès minime, mais suffisant pour remplir Luana d'espoir. Il observa l'oiseau pendant qu'il préparait le thé. Son regard ne le quittait plus, comme si elle cherchait à déchiffrer le mystère. « J'ai besoin d'un nom, dit-il finalement. Après quelques secondes de réflexion, il sourit. « Je t'appellerai Tito. Je pense que ça te va. » Malgré ses soins, Tito resta silencieux. Il n'y avait aucun sifflement, aucun mot répété ou aucun signe d'interaction. C'était comme s'il était enfermé à l'intérieur de lui-même, incapable d'exprimer ce qu'il ressentait. Luana savait que cela prendrait du temps et de la patience, mais quelque chose en elle lui disait qu'il y avait plus dans l'histoire qu'elle ne pouvait le voir. Alors que la nuit tombait et que la pluie tambourinait sur le toit, Luana jouait une douce mélodie sur le vieux piano du salon. Elle espérait que la musique calmerait Tito, mais il restait immobile, l'observant de loin. Ses yeux semblaient cependant moins ternes, comme si une petite étincelle de vie commençait à ressurgir. Cette nuit-là, Luana n'a pas pu dormir. Assise sur le lit, elle réfléchit à ce que l'avenir réservait à Tito et à la manière dont elle pourrait l'aider. Une chose était sûre, la rencontre de cet après-midi n'était pas une coïncidence. Et ainsi, au milieu de la mélodie de la pluie, une nouvelle connexion est née, une relation qui changera leur vie à jamais. Les jours qui suivirent le sauvetage de Tito furent marqués par une routine délicate. Luana se levait tôt, nettoyait la petite cage et préparait des fruits frais pour le perroquet. Elle lui parlait comme s'il pouvait répondre, dans l'espoir de créer un lien, mais Tito restait immobile et silencieux, les yeux fixés sur quelque chose que lui seul semblait voir. Un matin, alors que Luana coupait une pomme dans la cuisine, elle entendit un léger bruit venant du salon. C'était presque imperceptible, comme le battement des ailes. Il s'arrêta le cœur battant et se dirigea vers l'endroit où se trouvait Tito. Il s'était déplacé vers l'un des perchoirs de la cage, une position qu'il n'avait jamais occupée auparavant. Luana sourit lorsqu'elle sentit ce petit progrès. « Bonjour, Tito, dit-il doucement en s'approchant lentement. Le perroquet la regarda mais ne fit aucun bruit. Pourtant, pour Luana, ce simple geste était une victoire. Plus tard,
alors qu'elle nettoyait plus soigneusement la cage, Luana remarqua quelque chose d'étrange coincé au fond, caché entre les barreaux. C'était un papier plié et jauni, marqué par le temps. Avec précaution, il le sortit et le déplia, révélant un message manuscrit. « Je suis désolé, Tito. J'espère que quelqu'un prendra soin de toi comme je ne pourrais pas le faire. Au revoir. » Luana relut ces mots à plusieurs reprises, ressentant le poids du regret de celui qui les avait écrits. Il s'assit à table, tenant le message de ses mains tremblantes. Qui serait l'auteur de ce message? Et que se serait-il passé si Tito restait sur place? La note soulevait plus de questions que de réponses, mais elle renforçait également la détermination de Luana. Si quelqu'un avait abandonné Tito, elle ne ferait pas de même. Cet après-midi-là, Luana a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Il plaça la cage de Tito près de la fenêtre, d'où il pouvait voir le jardin. Le soleil brillait timidement à travers les nuages et dehors, les oiseaux chantaient des airs joyeux. Tito ne réagit pas immédiatement, mais Luana remarqua que ses yeux suivaient les mouvements des autres oiseaux. Inspirée, elle s'est assise au piano et a commencé à jouer une chanson douce, une mélodie que son défunt mari composait. La pièce était remplie de notes douces et, pour la première fois, Tito baissa légèrement la tête. C'était un mouvement subtil, mais Luana réalisa qu'il écoutait. « Est-ce que tu as aimé ça ?» Il ne demanda pas, elle joua quelques notes supplémentaires avec un sourire, observant Tito attentivement. Même s'il n'avait pas émis de bruit, Luana avait l'impression d'avoir brisé une barrière invisible entre eux. Le lendemain, Luana a décidé d'emmener Tito chez le vétérinaire. Il savait que son silence pouvait avoir une explication médicale. Au bureau, un jeune homme nommé Dr Enrique a soigneusement examiné le perroquet. « Il est physiquement en bonne santé », a déclaré Enrique après avoir effectué les tests, mais je vois qu'il a une petite cicatrice à droite. Cela pourrait indiquer qu'il a subi un traumatisme dans le passé. « Et son silence ?» demanda Luana. Le docteur Enrique ajusta ses lunettes et parut pensif. Les perroquets sont très sensibles, ils absorbent les émotions de leur environnement. S'ils ont été abandonnés ou ont vécu quelque chose de traumatisant, ils ont peut-être cessé de vocaliser comme mécanisme de défense. Luana sentit son cœur se serrer. « Pouvez-vous parler à nouveau ?» « C'est possible, » a répondu le vétérinaire. Mais cela dépend de la patience et de beaucoup d'attention émotionnelle. Il a besoin de temps pour retrouver sa confiance. Luana l'a remercié et est rentrée chez elle avec Tito. L'explication du vétérinaire a renforcé sa détermination à aider le perroquet. Les jours suivants, Luana redoubla d'efforts. Il a passé des heures à côté de Tito, à jouer du piano, à lui parler et à lui montrer des vidéos d'autres perroquets dans l'espoir de lui remonter le moral. Petit à petit, il commença à remarquer des changements. Tito commença à bouger ses ailes plus fréquemment et à regarder Luana avec plus de curiosité. Une nuit, alors que Luana jouait un air familier, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tito rejeta la tête en arrière et ouvrit le bec. Luana retint son souffle, attendant d'entendre un son, mais rien n'en sortit. Pourtant, ce geste suffisait à remplir son cœur d'espoir. « Tito, tu peux le faire. »« Je sais que tu peux le faire, » murmura-t-elle avec enthousiasme. Toujours intriguée par la note, Luana décida de chercher des réponses. Il a pris une photo de Tito, l'a notée et l'a publiée sur les réseaux sociaux, demandant des informations sur l'éventuel propriétaire du perroquet. La publication a rapidement attiré l'attention et des dizaines de personnes l'ont partagée et commentée. 2 jours plus tard, Luana a reçu un message privé d'un homme nommé Eduardo, qui prétendait être l'ancien propriétaire de Tito et voulait désespérément le revoir. Luana était déchirée. D'une part, il voulait en savoir plus sur le passé de Tito, d'un autre côté, il craignait qu'Eduardo veuille récupérer le perroquet. Après mûre réflexion, elle a décidé de prendre rendez-vous avec lui. L'avenir de Tito semblait plus incertain que jamais, mais Luana savait qu'elle avait besoin de cette situation. Après tout, le petit perroquet faisait déjà partie de sa vie et elle était déterminée à le protéger à tout prix. Le jour de la rencontre avec Eduardo arriva.
sous un ciel plein de nuages sombres, Luana a placé Tito dans une cage de fortune, la recouvrant d'un tissu léger pour le protéger du froid. Même si elle n'était pas sûre de ce à quoi elle s'attendait, son cœur était agité. Il ne savait toujours pas s'il pouvait faire confiance à Eduardo, mais son intuition lui disait qu'il avait joué un rôle important dans le passé de Tito. Le café où ils ont convenu de se rencontrer était petit et confortable, avec un arôme de haricots fraîchement moulus mêlé à l'odeur de la pluie imminente. Eduardo était déjà là, assis dans un coin. C'était un homme d'âge moyen avec de profonds cernes sous les yeux et une expression anxieuse qui ne fit qu'augmenter lorsqu'il vit Luana entrer avec la cage. Demanda Luana en se levant rapidement. Ses yeux se tournèrent directement vers la cage, comme s'il pouvait voir Tito à travers le tissu qui la recouvrait. « C'est moi, » répondit prudemment Luana. Il sortit la chaise et posa la cage sur la table. Il souleva lentement le tissu, exposant Tito. Le perroquet resta immobile, mais quelque chose changea dans sa posture lorsqu'il aperçut Eduardo. Ses ailes tremblèrent légèrement et il pencha la tête, comme s'il reconnaissait l'homme devant lui. Eduardo ne pouvait retenir ses larmes. « Tito. Mon Dieu, c'est bien toi », sa voix était pleine d'émotion. Chargé, signé, coupé. Tandis que les taureaux de la première fournée étaient menés à coups de cris, de coups et de claquements de verges, Fumasa se contentait de regarder. Il était debout, le cou droit, les yeux fixés sur les mouvements. Il ne s'est pas battu, il n'a pas rugi, il a juste regardé. Et puis quelque chose de différent s'est produit. Une ombre traversa le ciel rapidement, douce comme de la soie, mais chargée d'un poids invisible. C'était un aigle. Les ailes larges et sombres dessinaient de hauts cercles au-dessus du domaine jusqu'à ce qu'il descende lentement, atterrissant sur une branche sèche d'un arbre près de la maison principale. Ses yeux dorés observaient le terrain comme quelqu'un analysant une carte de sa maison. Le taureau l'a vu et n'a pas aimé ça. Il renifla bruyamment. Le son résonna dans le corral vide et un nuage chaud s'éleva de ses narines comme de la fumée. Ses muscles se tendirent et il fit 2 pas vers la clôture, ses sabots s'enfonçant légèrement dans la terre humide. Ses yeux ne clignaient pas. Ce n'était pas de la peur, c'était une alerte, une reconnaissance. L'aigle n'a pas bougé. De l'autre côté de l'hacienda, Otasilio criait des ordres. Les taureaux du premier lot grimpaient déjà un sur le corps. Eleni nettoyait la buanderie. Benjamin dormait encore, ou du moins c'est ce que pensait Elnis. Au sommet de l'arbre, l'aigle surveillait la maison et dans le corral Fumasa surveillait l'aigle. Quelque chose était sur le point de changer et personne d'autre que lui ne semblait le remarquer. La branche sèche bougeait doucement, presque imperceptiblement, mais là, au sommet de l'arbre tordu, l'aigle était déjà aux aguets. Ses yeux dorés fixes reflétaient quelque chose de très spécifique, un mouvement au sol. Le cou légèrement plié, il suivait avec précision chaque centimètre du petit corps rampant sur l'herbe. Benjamin avait échappé quelques instants à la vue de sa mère. Il descendit furtivement du canapé, attiré par la lumière du soleil filtrée par la fenêtre, par les couleurs du paysage, par l'instinct de découverte. Il rampait avec effort. Ses petites mains s'enfoncèrent légèrement dans la terre molle. Ses pieds tapaient maladroitement. Ses yeux brillèrent lorsqu'il aperçut quelque chose de rond et de curieux sous un arbre bas, une grosse graine verdâtre qui brillait comme un bijou d'enfant. Depuis le corral isolé, Fumasa l'a vu aussi. Le taureau, qui auparavant observait tout en silence, devint soudain agité. Ses pattes arrière touchèrent violemment le sol. Il renifla. Son regard, désormais intense et agressif, se concentra sur cette petite silhouette hors de portée de tous. Puis il releva lentement la tête et vit l'aigle. Elle bougeait ses ailes avec agitation, sautant d'un côté à l'autre sur la branche comme si elle chronométrait sa descente. L'instinct de meurtre palpitait dans son corps mince et pointu, et Fumasa le sentit. Quelque chose dans son corps le lui disait maintenant. Le premier coup fut sec. Fumasa se jeta contre le côté du corral, faisant grincer le bois en guise d'avertissement. Là, dans la cour, les ouvriers ont regardé brièvement, mais sont retournés au travail, sans rien avoir vu auparavant. Otasilio leva les yeux et cria, « Que quelqu'un voie ce que ce démon fait là !»
Allez, dépêchez-vous d'embarquer. Le taureau frappa encore. Les planches tremblaient, les supports tremblaient, les taureaux à l'intérieur du camion tremblaient. Merde, marmonna Otasilio. Dépêchez-vous avec ça avant que celui-ci ne s'enfuit. Faites-le monter dans le camion maintenant ou nous le perdrons. Mais personne n'a vraiment bougé. Tout le monde avait peur de l'animal. Personne ne voulait être le premier à ouvrir la porte. Fumasa revint au centre du corral, prit une profonde inspiration et chargea de toute la force de ses 700 kg. Un grand craquement retentit comme le tonnerre. La clôture s'est cassée. Les planches ont volé et puis il est ressorti. Les ascensionnés juraient bruyamment et regardaient autour d'eux. Quelqu'un n'arrête ça. Ils vont le laisser s'enfuir. Mais personne n'y est allé et Fumasa a couru. Là, devant la maison, Benjamin était assis sous l'arbre, la graine à la main. Il riait, il balbutiait des sons dénués de sens. La vie pour lui était un endroit sûr et sans danger. Au-dessus, l'aigle déployait ses ailes dans un mouvement rapide et mortel. Il sauta de la branche, plongea. Les griffes étendues, prêtes à percer. Le vol était rapide, direct, précis, presque sans bruit. À quelques mètres du sol, il a ajusté l'angle pour atteindre le bébé par la nuque. Un coup fatal et silencieux. Et c'est à ce moment précis que Fumasa a crié, un rugissement sourd. Feroz coupa l'air. Eleni, qui accrochait des vêtements à côté de la maison, avait l'air effrayé. Il vit le taureau courir et son cœur s'arrêta. Il songea à crier, mais la scène semblait hors du temps. Otasilio trébucha jusqu'à la galerie et attrapa la vieille carabine appuyée contre l'encadrement de la porte. Je le savais, a-t-il crié. Il va attaquer l'enfant. Et il a couru. Elnis se figea une seconde jusqu'à ce qu'elle le voie. Là, au loin, près de l'arbre, se trouvait Benjamin. C'était son fils. Le cri sortit de sa gorge. Benjoin. Mais le son n'avait plus d'importance. L'aigle était à quelques centimètres du bébé. Le temps semblait s'être arrêté. Le vent tourbillonnait autour de la scène. Le garçon tendit la main vers la graine comme si ce n'était rien de plus. Et puis les cornes ont atteint le ciel. Fumasa apparaissait comme une ombre colossale, les yeux brillants et la tête baissée. Au moment précis où l'aigle déployait ses serres, il l'attaqua avec une force brutale. Le corps de l'oiseau formait un arc maladroit, ses plumes se dispersant dans l'air comme des confettis provenant d'un enterrement précipité. Benjamin tomba de peur, assis par terre, mais il ne pleura pas. Il a juste levé les yeux avec de grands yeux. Et il y avait le taureau, toujours entre lui et le monde, la poitrine haletante, les narines expulsant de la vapeur, les cornes toujours dégoulinantes de sang et de plumes. Otasilio s'arrêta au milieu du patio, la carabine suspendue à ses mains, comme si tout le poids du monde était tombé d'un coup sur ses épaules. Le son de son propre cœur qui battait dans ses oreilles couvrait tout ce qui l'entourait. Il regarda le taureau. Ce même taureau qui, pendant des années, a été un symbole de danger, de désobéissance et d'imprévisibilité. Maintenant, là, devant leurs yeux, il se tenait comme un gardien. Fumasa ne bougea pas. Elle se tenait fermement entre le bébé et le monde, comme si elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Son côté se soulevait et s'abaissait avec une respiration lourde. Les plumes de l'aigle, tachées de sang, dansaient encore au vent. Le corps de l'oiseau gisait à quelques mètres en arrière, brisé, inutile. La menace avait été éliminée. Elni courut, ses genoux raclant la terre, ses bras ouverts. Il serra Benjamin dans ses bras avec désespoir et soulagement. Je pleurais et je riais en même temps. Le garçon, indifférent à tout, se contentait de regarder le taureau avec une lueur curieuse dans les yeux, comme s'il le connaissait déjà, comme s'il savait toujours qu'il était là pour lui. Otasilio s'avança vers eux en silence. Il posa la carabine au sol. Il fixa Fumasa pendant quelques secondes qui lui parurent éternelles. Il y avait quelque chose dans le regard de l'animal qui le déconcertait profondément, quelque chose de désarmant, de blessant. « J'avais tort à propos de toi, n'est-ce pas » murmura-t-il.
Sa voix était basse, fatiguée. Tu attendais juste le moment de montrer qui tu étais vraiment. Fumasa baissa légèrement la tête, puis se retourna lentement et retourna sans hâte vers le corral détruit, comme s'il savait que sa mission était terminée. Cet après-midi-là, Otasilio a ordonné l'annulation de l'expédition du dernier lot. Le taureau commença à vivre librement dans l'hacienda, se promenant dans la campagne comme un roi silencieux. Eleni le regardait de loin, souvent avec Benjamin dans ses bras. Le garçon a grandi en l'appelant « grand homme ». Et chaque fois que quelqu'un demandait pourquoi cet animal était toujours là, Otasilio répondait avec un regard lointain, « Parce qu'un jour il a sauvé tout ce que j'avais ».